Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Seine-Info. Aujourd'hui, deux sujets de vie quotidienne. Tout d'abord, un point sur le véhicule électrique et les bornes de rechargement qui se font rares en dehors des villes. Le Sénat vient d'adopter un texte qui devrait faciliter leur implantation sur le domaine public. Mais avant, on parlera fiscalité locale et taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Des sénateurs UMP voudraient moduler ces taxes en fonction du nombre d'occupants par logement. Concrètement, une famille paierait plus qu'une personne seule. Un système qui existait déjà sur les communes de moins de 5000 habitants. Explication avec Alexandre Raymond. Franconville, ses pavillons, ses rues et ses poubelles. Dans cette commune du Val d'Oise, monsieur et madame Cahu payent chaque année une taxe sur les ordures ménagères, inclus dans leur impôt foncier. Bon, si on prend 2012, voilà. 197 euros. 197 euros pour une maison de 5 pièces en 2012. Un impôt qui a faiblement augmenté dans cette commune de 35 000 habitants, mais ce n'est pas le cas partout. Dans d'autres départements, les ménages ont vu leurs factures largement augmenter pour financer le recyclage des déchets et la mise aux normes d'incinérateurs. En 20 ans, la taxe sur les ordures ménagères a quadruplé sur l'ensemble du territoire. Actuellement, la taxe sur les déchets est liée à la valeur locative de votre bien. La proposition de loi du sénateur UMP Philippe Dallier la rendrait variable selon le nombre de résidents par foyer. Une démarche qui existe pour les communes de moins de 5000 habitants. Dans les rues de Franconville, ce projet est plutôt bien accueilli. S'il y a une personne qui paye pour 60 mètres carrés 50 euros de taxe qui est incluse dans la taxe d'habitation, il y a 20 personnes qui y habitent et puis qui produisent 20 fois plus, c'est tout à fait normal qu'on paye selon ce qu'on a produit. Le sénateur maire de la ville partage cet avis. Il a co-signé la proposition de loi. Ça devient tellement une facture importante pour les foyers que je pense qu'eux-mêmes vont le demander. Je veux bien payer une taxe pour un service vraiment rendu et pas forcément pour un service du voisin. Ça devrait permettre d'introduire un peu plus de justice, je dirais même d'humanité sur l'assiette de cette taxe. La commission des finances du Sénat doit encore examiner ce texte. Le Parti socialiste et l'UMP s'opposent sur le principe, mais tous deux veulent lier la taxe à la production de déchets des ménages tout en les sensibilisant sur le tri. En matière de communication, il n'y a qu'une communication qui vaille, c'est celle qu'on fait au plus près des citoyens. Ce qui nous permet d'obtenir de très bons résultats et d'intervenir là où on a un problème, un petit dérapage, intervenir chez l'habitant pour dire attention, ça va pas, vous triez mal, il faut améliorer les choses et dire pourquoi. Cette communication est la seule qui vaille. Pour moi, ça doit être un appel à l'éducation, mais long et moyen terme. On n'y arrivera pas du jour au lendemain. L'association UFC Que Choisir ne veut plus que l'on s'arrête à la pédagogie. Elle milite depuis de nombreuses années pour une taxation incitative qui serait fonction du poids des déchets par foyer ou du nombre de poubelles collectées. Cette proposition aujourd'hui est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de fixer aujourd'hui la fiscalité sur les ordures ménagères en fonction de la quantité produite par les ménages, la quantité de déchets produites par les ménages. Et ça, c'est essentiel si aujourd'hui on veut inciter les consommateurs à mieux trier leurs déchets. En 2009, la loi du Grenelle de l'environnement imposait déjà la généralisation de la taxe incitative. Sans grand succès pour l'instant, à ce jour, seuls 6,5% de la population y est assujettie. À bord d'un véhicule électrique, la recharge de la batterie vire parfois à l'obsession. La France ne compte que 8000 bornes et quasiment pas dans ses campagnes. Pour aider à développer ce réseau, le Sénat vient de voter un texte qui permet à l'État et aux opérateurs privés d'installer des bornes sur le domaine public sans payer de redevance. Explication avec Michael Spitzberg au départ de Nice. Depuis 2 ans, Isabelle Rivière ne jure que par la voiture électrique. Un coup de foudre qui l'a même propulsée à la tête de l'AVEM, l'association pour l'avenir du véhicule électromobile. Et au-delà du plaisir de conduite, c'est une démarche éco-citoyenne. Ce qui est important, c'est l'impact santé pour moi. J'y accorde vraiment une importance primordiale. Je ne pollue pas de pollution aux particules, pas de PM10, voilà. Donc je me fais plaisir et je fais un cadeau à mon entourage. Je participe à une meilleure qualité de vie.
Domiciliée dans l'arrière-pays niçois, Isabelle ne craint pas la panne de son véhicule électrique grâce à la technologie du frein régénératif. J'ai exactement le même kilomètre d'autonomie que lorsque l'on est parti de chez moi. Depuis, on a dû rouler 70 km. Voilà, ça c'est la véhicule électrique. J'aime trop ça. Et en ville, aucun souci pour trouver des bornes de recharge. En fait, on en a 346 à 400 mètres, à 700 mètres. Vous avez vu Nice quand même, classe. Regardez. Tous les 300 mètres, nous avons une borne. Extraordinaire, extraordinaire. Mais si au quotidien elle ne souffre d'aucun problème, pour les trajets plus longs, c'est une autre histoire, comme pour planifier ses vacances d'été en Bretagne. Il y en a à Pont-l'Abbé, ça je sais qu'on a de la borne à Pont-l'Abbé. Donc là, j'essaie de voir si c'est jouable. Et c'est un petit peu compliqué. Il faut calculer, alors déjà je sors de Paris, je vais jusqu'où? Ensuite est-ce que j'atteins Rennes? Je m'arrête 2 fois, je déjeune où? Un manque d'infrastructure qui explique la difficulté du véhicule électrique à s'imposer en France. Avec 33 000 véhicules en circulation, la part de l'électrique ne dépasse pas 0,5% du parc automobile français. Une goutte d'eau face aux 38 millions d'automobiles thermiques, dont 77% qui consomment du diesel. Pour répondre à ce défi industriel et de santé publique, une proposition de loi vient d'être votée au Sénat afin d'étendre le réseau de bornes électriques. Objectif, les faire passer de 8 000 actuellement à 16 000 d'ici la fin de l'année, en offrant la possibilité aux opérateurs privés d'occuper le domaine public. Une décision saluée par l'association Respire dédiée à l'amélioration de la qualité de l'air. Alors le déploiement des bornes électriques, c'est une bonne chose parce que en ce qui concerne la qualité de l'air, si on devait retenir une chose, c'est les particules fines en ce moment qui posent beaucoup de problèmes. On a un seuil qui est de 50 microgrammes par mètre cube et on est bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a 16 agglomérations qui sont hors normes en France qui ne respectent pas ce seuil de 50 microgrammes. Pour aller plus loin et relancer le marché de la voiture électrique en baisse, le gouvernement a décidé de remonter le bonus écologique à 6 300 € par véhicule dès le 1er juillet. Des mesures approuvées par les écologistes qui réclament tout de même une mixité énergétique. Faisons attention à l'équilibre des filières, donc ne mettons pas la totalité de nos moyens sur la filière électrique. On sait quand même que sur les batteries, on a des questions environnementales posées, c'est des terres rares, des métaux rares. Est-ce qu'à l'échelle mondiale, c'est jouable si tout le parc était un parc électrique? Voilà une vraie question posée par exemple. Reste qu'avec 16 000 bornes fin 2014, le projet électrique du gouvernement porté par Arnaud Montebourg demeure très en retrait de ce qui avait été imaginé un temps, 400 000 bornes, soit une tous les 30 km. Et maintenant, ce livre de Juan Reynaldo Sanchez, La vie cachée de Fidel Castro chez Lafon. Après 17 ans comme garde du corps présidentiel, l'auteur a été désavoué, torturé et jeté en prison. Après avoir réussi à fuir la Havane, il dénonce par écrit le quotidien du leader Maximo, des yachts de luxe, des maîtresses et des enfants cachés, une île secrète paradisiaque, une fortune estimée à 900 millions de dollars, tout sauf un tableau communiste. Le lieutenant-colonel, déçu et en colère, dénonce aussi les intrigues politiques de Fidel Castro, qui a hébergé à Cuba la plupart des groupes terroristes de la planète, comme l'ETA basque ou les FARC colombiennes. Selon l'auteur toujours, lui et son clan ont fait de cette île une véritable ferme, usine à dollars personnels. Fidel Castro est décrit comme un homme obsédé par sa sécurité, comme tous les dictateurs, qui se promènent avec un sosie et 2 gardes du corps du même groupe sanguin. Et pour l'anecdote, pour mieux le protéger, ces hommes ont étudié de près un attentat français, celui du général de Gaulle, en 1962 au Petit Clamart. On arrive au terme de notre rendez-vous. Merci de l'avoir suivi. Pour le Sénat, on se retrouve jeudi prochain en direct 14h55 pour les questions au gouvernement. Pour l'Assemblée, ce sera dès mardi, même heure. D'ici là, bon après-midi sur France 3.